Bonjour tout le monde, bonjour de vous être connecté pour cette conférence de clôture sur la psychiatrie de précision. On est extrêmement honoré que Lise Alter ait accepté de faire cette conférence de clôture sur un format un petit peu différent d'habitude parce que ça va plus être un format d'échange et de discussion avec vous que le format habituel où il y a un diaporama puis des questions. Je vais rapidement présenter Lise Alter en la remerciant encore une fois d'avoir consacré du temps à cette conférence de clôture dans un emploi du temps que je sais chargé. C'est pour ça qu'on sera peut-être amené un peu à écourter la totalité de l'heure pour que Lise puisse aller à un rendez-vous important après. Donc Lise Alter est le directeur de l'Agence de l'innovation en santé qui est rattaché au secrétariat général pour l'investissement avec comme objectif de dynamiser la filière santé et de faciliter l'accès des innovations pour les patients. Lisa Alter, comme vous allez le voir, a une très bonne connaissance du domaine puisqu'elle est médecin et qu'elle a occupé toute une série de fonctions dans le cadre de sa spécialité qui est la médecine de santé publique. Elle a occupé des postes importants à la DGS, à la DGOS, à la HAS, à la CNAM et dans l'industrie, et j'en ai peut-être oublié avant de prendre, il y a un peu plus d'un an, donc la direction de cette nouvelle agence. Donc, elle a un parcours extrêmement impressionnant et important pour nous, qui sont quand même là pour faire avancer l'innovation, aussi bien dans l'organisation des systèmes de santé que dans l'innovation diagnostique ou thérapeutique. On a déjà eu l'occasion de se rencontrer, de présenter à Lise ce qu'on faisait à la Fondation fondamentale et maintenant dans le cadre du PEPR Propsy. Mais je pense que c'est extrêmement riche et important pour nous qu'on puisse entendre Lise et lui poser des questions sur l'agence et sur éventuellement ce qu'on peut faire avec elle ou ce qui pose aussi problème, parce que je sais que ça intéresse aussi Lise de savoir ce qu'il y a comme frein et comme point de blocage qu'on aurait éventuellement à lever. Donc un grand merci. Je crois que Lise va vous présenter les missions de l'agence avant d'entamer une séance de discussion. Bonjour à tous, c'est vraiment un immense merci pour cette invitation. C'est effectivement très important qu'on puisse échanger ensemble dans la mesure où, vous le savez, bien évidemment, hein, la santé mentale a été bien identifiée comme une grande cause nationale. On n'a pas attendu, bien évidemment, cette grande cause nationale pour commencer à s'y intéresser sur dire, cette perspective d'accès à l'innovation. Mais ce que je vous propose peut-être, c'est effectivement de vous dresser en propos liminaires introductifs les missions, les objectifs et le fonctionnement de l'Agence de l'innovation en santé en interministériel, faire une petite focale sur les différents projets que nous avons qui peuvent, je pense, trouver une résonance importante avec vos enjeux en matière de psychiatrie, et puis évidemment laisser une place importante au dialogue et à l'échange. Je serais très heureuse d'avoir des interactions directes avec vous tous. Alors l'agence, effectivement, comme vous l'avez indiqué, Marion, a été lancée il y a 2 ans maintenant, hein, en 2022. Elle s'inscrit dans le cadre du plan Innovation Santé France 2030. Donc un plan d'envergure, hein, 54 milliards d'euros au total, dont 7,5 milliards d'euros dédiés à la santé. Pour la verticale santé, ces financements sont orientés de la façon suivante. Donc on a 1,5 milliard d'euros de financements transversaux dédiés à la recherche biomédicale, qui est assez conséquent, mais évidemment, au regard des besoins dans le domaine de la santé et de la recherche, euh, on a bien conscience que ça ne résout pas tout. Néanmoins, dans ce domaine, ce que le plan France 2030 finance, c'est essentiellement évidemment des objets assez emblématiques que vous connaissez certainement déjà, que sont 5 clusters thématiques dans le domaine de la santé, dont un que vous connaissez particulièrement bien, puisqu'il s'agit de Brain and Mind, auquel la Fondation fondamentale est associée, mais également d'autres bioclusters en infectiologie, immunologie, oncologie et maladies rares, thérapie génique. 19 également IHU, 12 nouveaux, hein, sur des thématiques de santé publique extrêmement variées, avec là encore certains qui ont une focale qui résonne particulièrement avec les enjeux de la santé mentale, avec notamment l'IHU à Robert Debré sur la santé du cerveau de l'enfant. Également des RHU, bien évidemment, et un dispositif un petit peu nouveau qui s'appelle le dispositif des chaires d'excellence en biologie santé,
qui a pour objectif à la fois de maintenir sur le territoire national, mais aussi de faire revenir des chercheurs d'envergure internationale, donc sur le territoire, pour leur permettre de conduire des recherches à très haut niveau avec des financements qui vont de 2 à 5 millions d'euros. Donc il y a 80 millions d'euros qui sont dédiés pour ce dispositif, avec 22 premiers lauréats qui ont été déjà annoncés, dont des lauréats évidemment dans le domaine de la psychiatrie, et également un dispositif qui va se poursuivre dans les mois qui viennent avec une troisième vague. Donc ça, c'est vraiment j'allais dire, des financements un petit peu transversaux. Après, bien évidemment, comme vous le savez, on a des grandes focales, des grandes priorités stratégiques, avec notamment les enjeux de la bioproduction et des biomédicaments, les enjeux du numérique en santé, du dispositif médical innovant, des maladies infectieuses émergentes et des menaces NRBT. Et puis, dernièrement, on a lancé une stratégie d'accélération, je pense qu'il va vous intéresser également, autour des enjeux de l'innovation et de la prévention, à savoir comment les innovations en matière de prévention, hein, qui s'entend au sens large, bien sûr, médecine 5P, prévention primaire, secondaire, tertiaire, peut être alimentée par donc toutes ces technologies innovantes qui se développent, avec la volonté vraiment de démontrer la valeur de ces innovations dès lors qu'elles sont déployées à l'échelle territoriale, à un niveau suffisant donc pour pouvoir avoir une puissance statistique pour démontrer l'impact, pas seulement clinique pour le patient, mais également en matière d'efficience des soins et d'organisation des soins, bien sûr, puisqu'on sait tous que nous avons à affronter un certain nombre de difficultés, y compris d'ordre démographique, organisationnel, et qu'il est important, au-delà même des enjeux, évidemment, de qualité et de sécurité des soins, d'avoir aussi une vision sur les gains d'efficience potentiels, ou en tout cas la façon dont un certain nombre d'innovations peuvent contribuer à j'allais dire, aider des organisations en contexte contraint. Donc ça, c'est vraiment les grandes stratégies qui sont construites toutes de la même façon. Elles sont construites avec un volet recherche, donc des programmes d'équipement prioritaire et de recherche. Et à ce titre-là, d'ailleurs, je fais une petite incise en indiquant qu'on finance également le PEPR Proxy, que vous connaissez bien, évidemment, euh, mais également des projets donc innovation. Et c'est l'axe central notamment de la stratégie innovation et prévention que je viens de décrire avec ces enjeux vraiment de capitaliser sur l'innovation pour permettre de développer des solutions en santé impactantes pour les patients. Et puis un axe ensuite plus aval, qui est un axe industrialisation capacité. Et là, c'est évidemment des appels à projets qui ont vocation à soutenir plus des filières industrielles en aval des premiers actes. Donc ça, c'est vraiment, j'allais dire, la première des missions de l'agence qui est de coordonner donc ce plan innovation santé 2030. Au-delà de cela, et c'est vraiment la raison pour laquelle cette coordination du plan a été associée à la création d'une structure interministérielle, c'était vraiment de prendre, j'allais dire, l'ensemble du sujet d'innovation en santé de façon globale, avec également la volonté d'accélérer et de simplifier les process réglementaires et administratifs. Donc ça, c'est évidemment un sujet qui paraît simple mais qui est peut-être le plus difficile dans nos missions, puisque nous avons la lourde tâche eh bien, d'essayer à chacune des étapes de la chaîne de valeur, que ce soit sur les enjeux d'autorisation réglementaire, mais aussi d'accès au marché ou d'industrialisation, d'aller trouver les marges de manœuvre que nous pouvons avoir pour contribuer à simplifier et à accélérer l'ensemble des process. Donc, comment est-ce qu'on y contribue? Alors, c'est vrai que sur le plan réglementaire, on n'est pas complètement aidé en ce moment, puisque faire passer des dispositions par voie législative, c'est pas vraiment comment dirais-je, la façon la plus rapide aujourd'hui d'opérer. Néanmoins, nous avons contribué à travers les prémices du projet de loi simplification à faire passer un certain nombre de réformes, notamment dans le champ de la recherche clinique, pour simplifier notamment la digitalisation et la décentralisation de la recherche clinique, puisque vous le savez hein, bien mieux que moi, c'est évidemment l'étape la plus chronophage dans le développement des innovations, toute cette étape de développement de la recherche clinique. Il faut parfois 10-15 ans pour réussir à mettre une innovation sur le marché et accessible aux patients avec toutes ces phases. Donc, on travaille évidemment avec les autorités de santé sur la partie réglementaire, autorisation, mais aussi sur cette digitalisation et cette décentralisation de la recherche. Et à ce titre-là, outre les propositions on ne désespère pas de faire passer dans le projet de loi simplification porté par Berthier aujourd'hui, on a ouvert un appel à manifestation d'intérêt avec 8 millions d'euros
pour financer la digitalisation et l'évolution des systèmes d'information des établissements de santé pour permettre, j'allais dire, d'amorcer ces changements pour favoriser l'interopérabilité des solutions et puis également, notamment, toutes les questions du e-consent pour les patients et la capacité à inclure des patients, y compris quand ils ne sont pas à l'hôpital. Donc ça, c'est un deuxième volet. Le troisième volet, c'est tout ce qui concerne, j'allais dire, les réflexions qui vont vous intéresser certainement autour des nouvelles méthodologies de recherche clinique et notamment comment on peut s'appuyer sur toutes les innovations avec notamment de l'intelligence artificielle. Je cite par exemple les bras synthétiques, les essais émulés, les essais simulés, les cohortes virtuelles pour pouvoir optimiser les essais cliniques et réussir à nous équiper finalement d'une forme de doctrine que nous allons pouvoir partager avec évidemment les autorités de santé que sont l'ANSM, l'AHAS, pour réellement faire, j'allais dire, euh, évoluer la façon dont on peut eh bien, conduire des recherches cliniques avec, évidemment, toujours des patients inclus. Il ne s'agit pas de supprimer ou de concurrencer des essais cliniques contrôlés randomisés, mais il s'agit, notamment dans les bras contrôle, d'avoir une capacité à améliorer la puissance statistique en mobilisant les cohortes, en mobilisant eh bien, les données numériques pour augmenter la capacité globalement des essais à produire des résultats dans des temps acceptables. Je pense notamment à toutes les pathologies d'évolution lente, aux maladies rares et puis de façon générale, l'évolution de la médecine personnalisée et notamment la psychiatrie de précision, vous connaissez bien, nécessite eh bien, on ait le recours à ces nouvelles technologies dans la mesure où il va être de plus en plus compliqué de recruter des patients en nombre extrêmement important puisqu'on va vers une médecine de plus en plus ciblée et précise. Nous avons également, et là aussi on pourra en discuter, en cours des travaux autour, j'allais dire, de l'harmonisation et de la simplification de tous les dispositifs d'accès dérogatoire aux innovations, puisque on a un enjeu, et d'ailleurs ça a été d'ores et déjà lancé à travers le dispositif d'accès précoce aux médicaments. On a des dispositifs qui fonctionnent bien aujourd'hui, en tout cas qui ont le mérite d'exister pour la prise en charge des innovations purement médicamenteuses pour permettre aux patients d'en bénéficier dès lors qu'il y a des présomptions d'innovation. En revanche, là où on a un enjeu aujourd'hui, c'est d'aller plus loin et de pouvoir eh bien, avoir des dispositifs plus adaptés aux innovations qui notamment nécessitent des briques, notamment d'intelligence artificielle ou qui combinent également des dispositifs à usage professionnel. Puisqu'aujourd'hui, on a des dispositifs vraiment, j'allais dire, efficaces ou en tout cas qui sont fonctionnels en matière de prise en charge pour les dispositifs et les médicaments à usage individuel. C'est vraiment pour la brique à usage collectif et notamment à usage professionnel qu'on a là encore des travaux à mener et c'est ce sur quoi nous travaillons actuellement. Et puis enfin, peut-être vous soulignez l'importance que nous avons à suivre aussi tous les projets qui souhaitent être orientés dans l'écosystème santé qui est extrêmement complexe et foisonnant. Et à ce titre-là, nous avons ouvert un guichet d'orientation et d'accompagnement des porteurs de projets innovants de tout type, qu'ils soient publics, privés, petits, gros. Alors évidemment, on a à ce stade beaucoup notamment de start-up et de petites et moyennes entreprises qui nous sollicitent, mais ce guichet, il est ouvert à tous. Il a déjà permis d'accompagner un peu plus de 400 projets avec des demandes qui touchent essentiellement évidemment à la recherche de financement pour développer des projets innovants, mais aussi compréhension des enjeux réglementaires, notamment que ce soit autorisation de mise sur le marché, marquage CE ou bien démarche de certification en tout genre, et puis également comprendre un petit peu comment les demandes de prise en charge, puisqu'aujourd'hui on a quand même un système de solidarité qui est fondé sur la prise en charge pour permettre d'avoir des accès au marché, donc compréhension des enjeux d'évaluation en vue du remboursement, notamment par la Haute Autorité de Santé. Donc on accompagne un petit peu toutes ces solutions innovantes avec des rendez-vous d'une heure qu'on fixe dans les 15 jours et qui permettent vraiment de dégrossir un petit peu le travail de compréhension des différents acteurs. Donc voilà, je vous le dis parce que c'est pas toujours connu. Et puis parfois, un certain nombre d'acteurs du secteur public ne savent pas non plus qu'ils peuvent taper à notre
porte, s'ils développent des projets innovants. On ne s'adresse pas seulement aux acteurs industriels ou aux acteurs privés. Voilà, donc je tenais à le rappeler ici. Et puis enfin, on a une autre mission, qui est une mission, là encore, beaucoup plus structurelle et systémique, qui est une mission de prospective. L'idée a été d'outiller l'interministériel, hein, puisque nous fonctionnons, j'ai peut-être, je ne l'ai peut-être pas suffisamment dit, mais vraiment en interministériel avec des liens très étroits avec le ministère de la Recherche, de la Santé et de l'Industrie. Euh, L'idée est d'équiper l'interministériel donc d'une forme de tour de contrôle qui permette d'anticiper l'arrivée des innovations et surtout d'évaluer leur impact, qu'il soit organisationnel mais aussi financier, puisque vous le savez bien et on le constate un petit peu durement aujourd'hui, on est vraiment dans une logique de PLFSS et d'objectif national des dépenses d'assurance maladie qui est annuelle, mais il est important qu'on puisse avoir cette vision à long terme pour permettre d'alimenter justement au fil de l'eau ces PLFSS successifs et ne pas se trouver en difficulté tous les ans devant cette construction de l'ONDAM et ces problématiques budgétaires qui se renouvellent chaque année. Donc là, au-delà de construire un horizon scanning, c'est-à-dire un dispositif vraiment de veille sur les médicaments de thérapie innovantes, nous sommes en train de construire avec des prestataires tout un dispositif de modélisation organisationnelle et financière pour pouvoir, encore une fois, être dans une gestion plus dynamique et active de l'arrivée des innovations plutôt que dans dans cette dynamique un peu passive qu'on subit ces dernières années, notamment avec l'arrivée de nouvelles thérapies géniques. Je pense notamment, bien sûr, au sujet d'hémophilie, mais aussi au traitement dans la mucoviscidose ou aux différentes thérapeutiques extrêmement coûteuses auxquelles on a dû faire face, et en même temps qui sont des solutions extraordinaires pour les patients. Donc il faut absolument qu'on soit en mesure de les accueillir favorablement, également pour en dégager toutes les marges d'efficience. Hein, on l'a vu lors de période, j'allais dire, c'était dans les années 2014-2015, où il a fallu absorber et intégrer les traitements contre l'hépatite C. Ça va certainement se reproduire aussi avec les traitements contre le VIH en développement. Donc voilà, on a cet enjeu, encore une fois, à anticiper. Au-delà des médicaments de thérapie innovantes, en matière de prospective, nous menons également des travaux autour de la chirurgie du futur et du bloc opératoire de demain. Là encore, pour permettre d'intégrer de façon prospective tous les enjeux liés à l'intelligence artificielle, aux jumeaux numériques, mais aussi à la robotique, et permettre d'assurer, j'allais dire, une forme euh, d'équité dans la façon dont les différentes structures hospitalières vont se préparer à l'arrivée de ces innovations, puisque vous le savez comme moi, hein, on ne construit pas une salle de bloc opératoire ou une infrastructure de chirurgie pour quelques années, on les construit pour parfois des périodes de 15, 20 ans en plus. Donc c'est très important de pouvoir l'anticiper. Et puis enfin, nous travaillons sur les enjeux des organoïdes et organes sur puce, puisque nous avons des filières en développement en France. Nous sommes plutôt en avance sur ce volet. Et c'est très important, là encore, qu'on puisse eh bien, préparer notre écosystème à l'arrivée et à l'intégration de ces innovations pour le développement de thérapeutiques innovantes, mais aussi pour voilà, le soutien à ces dispositifs qui vont permettre d'être aussi des alternatives à l'expérimentation animale dans un contexte où, vous savez, hein, c'est pas toujours facile de conduire des expérimentations sur l'animal. Donc voilà, très très rapidement et très globalement, nos missions, telles qu'elles sont aujourd'hui écrites dans notre feuille de route, sachant que, et je vous le dis aussi parce que ça pourra nous donner l'occasion peut-être de nous rencontrer physiquement et de continuer à échanger, nous allons lancer un Tour de France de l'innovation en santé dès le mois de mars, avec des rencontres thématiques dans chacune des régions il est tout à fait possible, et nous allons le relayer à nouveau, mais il est tout à fait possible à chacun d'entre vous de s'inscrire pour pouvoir y participer en fonction des thématiques et des différentes régions pour eh bien, à la fois capter localement toutes les expertises et toutes les compétences et puis également faire connaître les thématiques sur lesquelles nous travaillons et les enrichir des contributions de chacun. Donc voilà un petit peu euh, très globalement ce tour d'horizon de nos missions. Mais je peux évidemment préciser certains points ou répondre à vos questions si vous en avez.
Merci beaucoup, Lise. C'est très impressionnant et très encourageant pour la filière recherche. Donc, ça permet d'adresser toute une série d'enjeux et de questions. Je commence pendant que mes petits camarades réfléchissent aux questions qu'ils pourraient vous poser sur un problème qui est très souvent celui de la psychiatrie, qui est tout au démarrage de l'innovation, qui sont l'obtention des accords par les CPP. Donc, je ne sais pas si c'est dans le portefeuille d'action interministériel de l'agence, mais je voudrais juste revenir sur le fait que vraiment c'est un souci. Le nombre, donc on est en train de mener dans le cadre du BioCluster Brain and Mind une revue de tous les échecs et de tous les points de blocage, mais c'est vraiment un problème. On a alerté le président des CPP, et je voudrais aussi de nouveau vous alerter. Probablement parce que nous ne sommes pas assez présents, nous les psychiatres autour de la table des CPP, mais peut-être aussi par manque de compréhension des enjeux. Il y a un nombre de refus qui entraîne une baisse de la possibilité de faire un certain nombre de protocoles ou d'essais cliniques, qui contribue aussi à la non-attractivité du territoire français pour un certain nombre d'industriels, qui est un souci essentiellement, d'après ce que j'ai compris, pour la psychiatrie, un peu la neurologie et beaucoup la pédiatrie. Donc on n'est pas tout à fait tout seul dans ce problème. Oui, tout à fait. On a évidemment bien ce sujet en tête. C'est la raison pour laquelle on a intégré, évidemment, je parlais des autorisations réglementaires. Je pense que l'autorisation couplée, hein, désormais, dans le cadre du règlement européen, CPP et autorisation réglementaire côté ANSM sur le volet plus clinique, technique en tout cas. Ça fait partie des sujets qu'on adresse plus globalement avec un comité interministériel de la recherche qu'on a mis en place. Je ne vous cache pas, et je suis vraiment tout à fait transparente avec vous, que c'est un sujet compliqué à faire avancer. Tout simplement parce qu'il y a eu récemment une saisine du CCNE sur le sujet des CPP. Vous avez certainement consulté, de la même façon qu'il y a eu des prises de position de l'Académie de médecine sur le sujet, etc. Et j'avoue qu'il y a je ne vous cache pas, hein, côté agence sanitaire, ministère de la Santé, Direction générale de la Santé, euh, une forme enfin, une difficulté peut-être à aller trop vite ou trop loin sur la réforme des CPP, dans la mesure où il y a quand même en arrière-plan, hein, des enjeux de sécurité sanitaire évidents. Donc, je pense qu'il faut qu'on continue à travailler sur le sujet et surtout, même si ça prend un peu de temps, qu'on continue à étayer et à argumenter la raison pour laquelle il faut que ça évolue. Et moi, je suis convaincue que le fait que la psychiatrie soit identifiée comme une grande cause nationale, ça peut peut-être nous aider aussi aujourd'hui à porter ce sujet. En tout cas, moi, je serais très preneuse, si vous en avez, de documenter de façon précise les exemples qui sont pas admissibles ou qui vraiment posent des difficultés. Parce que nous, on recense tous ces cas-là. Je le demande aussi à nos porteurs de projets, dès lors qu'il y a des cas concrets de refus de CPP qui ne sont pas justifiés ou qui vous paraissent délirants, nous, on est prêt à les centraliser et à les porter à la connaissance de notre groupe de travail interministériel pour faire des propositions d'évolution concrètes. Parce que c'est toujours l'écueil auquel on est confronté, c'est-à-dire qu'on dit on a des cas, on a des remontées de terrain, il y a beaucoup de refus, etc. Et on nous oppose toujours qu'il y a une bonne raison pour qu'il y ait un refus ou que voilà, tout ça est justifié par des enjeux de sécurité sanitaire. Sur le sujet des enfants, bah, vous savez à quel point c'est sensible. Donc voilà, comme on est sur des sujets extrêmement techniques et extrêmement sensibles, que ce soit sur le plan de la sécurité sanitaire ou de la politique, je pense que c'est important qu'on puisse rationaliser un petit peu ce débat, l'étayer de façon très technique. Et moi, je suis tout à fait prête, j'allais dire, à recenser un certain nombre de cas, surtout dans le secteur de la psychiatrie, que vous avez pu identifier, parce que je pense qu'il y a une sensibilité politique aujourd'hui au sujet de la psychiatrie. Ok, donc c'est le travail qu'on est en train de faire dans le cadre du groupe que je pilote au niveau du BioCluster et peut-être que quelqu'un de l'agence pourrait rejoindre ce groupe de travail. Je vous envoie une invitation un peu officielle. Volontiers, volontiers. C'est exactement ce qu'on est en train de recenser. J'ai vu que Boris Chaumette avait levé la main. Peut-être qu'il peut se présenter. Oui, bien sûr. Bonjour, merci beaucoup. Donc, je suis MCUPH à l'Université Paris-Cité et à l'hôpital Sainte-Anne. Merci beaucoup d'abord pour votre présentation parce qu'elle est pleine de dynamisme et je pense qu'on en a besoin dans le champ de la santé, en particulier de la psychiatrie, où il y a beaucoup d'innovations à venir. Je le dis avec d'autant plus d'optimisme moi-même que je m'occupe de la partie biologie moléculaire dans le PEPR. Vraiment sur ce côté-là, merci beaucoup. Il y a comme une question d'accès aujourd'hui aux traitements innovants dans notre spécialité.
Alors, il y a des molécules qu'on n'a pas en France, la cariprazine, la zénapine, enfin, il y en a beaucoup qui ne sont pas commercialisées. Il y a un nouvel médicament qui vient d'être approuvé par la FDA, la xanomélanine, qui est le Carixte, sur lequel on a l'impression que même le laboratoire ne veut pas se lancer. Donc, il y a un problème d'accès à des nouvelles molécules. Et d'un autre point de vue, des molécules qui fonctionnent, on commence à avoir des restrictions aussi d'accès. Je vous donne un exemple très concret. Moi, je m'occupe du centre de référence pour les maladies rares avec des patients qui ont le syndrome de Prader-Willi, donc une maladie rare avec obésité et troubles du comportement majeur, automutilation. On a conduit plusieurs études qui montrent un bénéfice du repositionnement du topiramate, qui est une très vieille molécule qui coûte très peu cher. Cette molécule a un effet, en tout cas pour un certain nombre significatif de patients. Or, les règles de prescription ont changé parce que c'est un antiépileptique qui peut donner, avec des effets tératogènes, des complications sur les fœtus pour les femmes enceintes. Et donc, les psychiatres ont été exclus de la possibilité d'introduire ce traitement. Donc, il faut que ce soit un neurologue ou un pédiatre qui introduise ce traitement de manière annuelle. Et donc, chaque année, les patients sont obligés de retourner voir. Donc, on génère artificiellement un nouveau problème, c'est que les patients sont obligés de partir de chez le psychiatre, nous on les voit, ils vont chez le neurologue prescrit, ne comprend même pas trop d'ailleurs la maladie rare, donc il fait en fonction de ce qu'on lui conseille. Et ensuite, nous, psychiatres, on manage les choses. C'est d'autant plus aberrant que ces patients-là, du fait de leur maladie génétique, ne peuvent pas avoir d'enfants. Donc en fait, ça n'a absolument aucun intérêt d'avoir viré la possibilité de prescrire pour les psychiatres sur cette maladie-là. On a eu une réunion avec la NSM qui s'en tient strictement au dernier communiqué en disant bah non, parce qu'il y a un risque tératogène, parce que c'est un médicament, etc., etc. Et je pense qu'on est exactement dans ce que vous décriviez à la fin, c'est-à-dire qu'il y a un blocage politique, et on voit bien le problème, on voit bien que c'est un problème après l'affaire de la Débakine, en gros. On a peur qu'il y ait un deuxième effet là-dessus, et donc il y a un blocage, qui est un blocage politique, alors qu'il y a des données en vie réelle et des données d'essais cliniques de phase 2 qui ont montré un effet positif de ce traitement-là. Donc, je vous alerte là-dessus parce qu'il y a un problème d'accès sur de nouvelles technologies ou des nouvelles molécules, mais il y a aussi un problème sur avoir un minimum de compréhension de la difficulté de conduire des études parfois environnementales, notamment sur des patients avec des maladies rares, pour pouvoir repositionner des médicaments. Pardon, je remets le son. Oui, bah, écoutez, je ne connais pas spécifiquement comment dirais-je, l'évaluation même côté HAS de ce traitement, mais je serais preneuse, peut-être que vous m'envoyez le nom des CI et puis peut-être qu'on prévoit un échange ad hoc là-dessus. Preneuse d'en savoir plus pour voir comment on peut effectivement mieux comprendre et puis peut-être interagir, parce on a signé une convention avec la Haute Autorité de Santé sur les accès à l'innovation. Donc, ça fait partie des sujets qu'on peut discuter avec eux en bilatéral aussi, si ce n'est pour faire changer complètement les choses, parce que c'est pas si simple, mais au moins pour les sensibiliser, les alerter, et puis voir comment, en pratique, des solutions peuvent être trouvées plus localement. Euh, c'est un peu ces éléments qu'on essaie de faire évoluer, même si faire comprendre, parce qu'aujourd'hui, on peut pas en rester à cette conviction que, d'une certaine façon, l'offre créant la demande, finalement, c'est aussi en restreignant les conditions de prescription qu'on maîtrise les coûts, parce que je pense qu'il y a quand même cette idée derrière, qu'on le veuille ou non. Et donc, c'est aussi important qu'on puisse étayer tous les apports de ces thérapeutiques, y compris voilà, sur en matière de prise en charge, de parcours de soins et, j'allais dire, d'efficience pour le système in fine, parce que c'est jamais une bonne solution que de priver les patients de l'accès à ces innovations. Donc, c'est compliqué pour moi de vous en dire plus parce que je ne connais pas bien le sujet technique au fond, mais je serais très preneuse, soit d'un échange avec vous, peut-être dédié, soit d'avoir effectivement le nom des molécules en question pour voir comment on peut avancer ensemble sur ces sujets, parce que, en effet, c'est des problématiques qu'on essaie de recenser aussi. Alors, on ne fait pas que du recensement, mais on en fait, parce qu'il y a pas mal notamment d'avis de la Haute Autorité de Santé pour lesquels on considère qu'il y a un enjeu quand même d'accès patient, et sur lesquels voilà, il faut les sensibiliser aussi pour faire évoluer les choses. Merci beaucoup, je vous ferai Alors, suivre le dossier qu'on si avait je peux déposé à la rebondir NSM. sur le commentaire que Boris vient de faire, en fait, c'est un sujet général de toute une série d'innovations, qu'ils soient médicamenteuses ou dispositifs médicaux.
où la France aujourd'hui a un portefeuille de médicaments et de solutions thérapeutiques qui, alors, on a fait une étude avec le LEM, donc je vais être un peu caricatural, mais il est au même niveau que l'Afrique. Donc il y a un refus d'accès à toute une série d'innovations qui sont déployées en Europe ou dans les pays anglo-saxons et auxquelles on n'a pas accès. Donc si on peut vous faire remonter Ouais, très volontiers. ces Très informations, volontiers parce qu'on a déjà fait une petite Pierre-Michel note veut, là-dessus. Voilà, si on peut l'alimenter, ça serait parfait. Pierre-Michel Sur, Lerca qui veut intervenir. sur ce point-là, en fait, le problème, il est quand même lié. Vous parliez tout à l'heure de la doctrine au sein de la HAS, la transparence, par exemple, pose un certain nombre de questions sur justement les modalités, les méthodologies innovantes, avec des débats qui ne concernent pas que la psychiatrie. Et en fait, on n'a pas beaucoup de visibilité, puisque, bon, une fois que la doctrine a été réénoncée il y a 1 an et demi, je veux dire, globalement, on n'a aucune idée des possibilités d'évolution sur des stratégies et des méthodologies particulières qui peuvent être intéressantes dans le champ bien sûr du cancer, mais aussi des maladies rares, mais aussi de la psychiatrie. Et en fait, la question, c'est comment ça va évoluer, parce que pour être confronté assez régulièrement, parce que le problème de l'accès, il est fortement lié à ça. Et en fait, avec la déconnexion, enfin le décalage entre les positions de Ouais. l'OMS et ensuite bon, l'attitude qui est logique non pas des régulateurs, mais des payeurs, et en fait avec toutes les régulations internes de chacun des pays, donc il n'y a pas que chez nous, mais en fait c'est quand même beaucoup lié à des questions méthodologiques, hein, et de l'évolution des doctrines. Et on a quand même des interrogations qu'on peut avoir sur la façon dont sont discutées et évoluent les doctrines en regard de l'innovation méthodologique, hein, et qui est quand même un vrai sujet sur lequel vraiment, moi, je suis assez dubitatif sur les modalités, puisqu'en fait, on n'a pas l'impression que la commission technique de la HAS ait l'intention, d'une manière ou d'une autre, en tout cas, évoque l'intention de pouvoir accepter des méthodologies différentes. Donc, et Alors, en plus, les psychologues ont largement soulevé le problème, j'entends. et que vous Alors, je probablement. vais être, je connais, pour tout vous dire, j'ai été directrice de l'évaluation et de l'accès à l'innovation à la HS, donc je connais un petit peu effectivement le problème de l'intérieur. Euh, Peut-être, et vous avez entièrement raison, il y a un sujet aujourd'hui clairement de positionnement et j'allais dire de jusque-boutisme méthodologique, si je peux me permettre l'expression, parfois sur certains dossiers. Moi, je reste optimiste sur la capacité à évoluer. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais pour essayer vraiment d'amorcer ce changement, parce que moi, je suis convaincue que de toute façon, si on n'y va pas, d'autres vont y aller avant nous. L'IME et l'AFD ont d'ailleurs lancé des bacs à sable réglementaires pour permettre de faire évoluer leur doctrine d'évaluation sur ces nouvelles méthodologies qui vont permettre d'aller plus vite, mais qu'il va bien falloir accepter à un moment donné, pour essayer de faire avancer le débat. Parce que Lionel Collet, pour bien le connaître maintenant, on a signé une convention avec la HAS récemment. Il est prêt, je pense, enfin, il est ouvert en tout cas à cela. Il est prêt à écouter. Évidemment, il faut qu'il embarque aussi ses commissions et ses équipes, ce qui n'est pas si simple hein, dans On nos avait un organisations. enjeu très fort, ouais. Voilà. Mais il est ouvert. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Ça pourrait ne pas être le cas. Donc c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut l'aider, je pense, et apporter des billes très concrètes, parce que pour bien parler aux méthodologies, il faut leur donner du rationnel. Donc ce qu'on est en train d'essayer de faire, le problème c'est que là, on est un petit peu stoppé dans notre élan, parce qu'il nous manque des signatures de décision Premier ministre. Et étant rattaché à Matignon, on est extrêmement dépendant de ça et c'est vraiment très compliqué en ce moment. Mais néanmoins, on a dans les tuyaux un appel à manifestation d'intérêt sur ces nouvelles méthodologies de recherche clinique pour pouvoir lancer des cas d'usage, de mobilisation de ces nouvelles méthodologies de façon rétrospective et prospective. Mais déjà, ça coûte beaucoup moins cher de le faire de façon rétrospective en disant, on regarde un essai clinique classique, on regarde ce qu'on peut faire avec des nouvelles méthodologies de façon rétrospective sur des cohortes et des essais existants, et on compare les deux et on regarde si en termes de taille d'effet, de démonstration, de sécurité, etc., on arrive à la même chose, mais en ayant économisé soit du temps, soit des patients. Globalement, je caricature un petit peu. Mais, C'est un petit peu ce qu'on veut essayer de démontrer en rétrospectif et en prospectif, en mobilisant des nouvelles méthodologies. Donc ça, je pense qu'en le faisant, de fait, ça va quand même apporter des billes. et vous pensez que, donc, non, parce que les commissions techniques, avant qu'elles acceptent des études d'émulation, comme vous venez de l'évoquer, je veux dire, on a le sentiment quand même qu'il y a un énorme gap, hein, et probablement qu'il faut vraiment les embarquer parce que je pense que il y a une sorte de
c'est pas un jusqu'au-boutisme, hein, c'est Tout à une fait. rigidité autour du gold standard qui, en fait, empêche toute discussion par ailleurs. Il y a eu des émulations, c'est vraiment des choses extrêmement intéressantes, mais on a vraiment tellement le sentiment que c'est pas traité, puisque c'est du rétrospectif, du post-hoc, et qu'on a le sentiment que vraiment, à chaque fois, c'est rejeté et pas examiné. Oui, C'est- je sais. Là, on est quand même dans un niveau de blocage qui est euh, pas très, comment dire, pas spécifiquement élaboré et pas facile donc pour autant à argumenter. C'est ça même, parce qu'il y a vraiment une question Non, non, assez. mais tout à fait. Moi, je pense qu'il faut aussi trouver les bons cas d'usage. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller le faire évidemment euh, sur n'importe quel traitement. Je pense qu'il y a l'enjeu vraiment des maladies rares, évidemment, l'enjeu des maladies d'évolution lente, l'enjeu aussi de certaines aires thérapeutiques. De toute façon, pour démontrer la valeur, il faudrait suivre les patients en matière de morbide mortalité sur 15, 20 ou 30 ans, et c'est juste pas acceptable. Donc, je pense qu'il faut aussi trouver ces cas d'usage-là. Euh, moi, je pense que on a aujourd'hui quand même un certain nombre d'experts qui se positionnent aussi. D'ailleurs, vous êtes le bienvenu si vous voulez travailler là-dessus avec nous, qui soient des cliniciens, qui soient des mathématiciens, qui soient des statisticiens, qui aient une légitimité aussi et en capacité de porter ces messages-là avec nous auprès de la Haute Autorité de Santé. Moi, je crois beaucoup aussi à cet effet collectif et à ce portage auprès des experts de la Commission de la transparence. On travaille beaucoup avec Stéphanie Alassonnière et ses équipes APSL. Voilà, je pense que c'est pas des gens qui, j'allais dire, qui font d'approximation et qui sont des personnalités légitimes. On a un groupe de travail sur les nouvelles méthodologies et on va publier des livrables d'ailleurs prochainement pour faire un certain nombre de préconisations. Donc moi, je pense que c'est aussi comme ça qu'on va réussir à faire avancer les choses, c'est en ayant une voix tout simplement et en interagissant avec la haute autorité de santé, hein, qui est quand même une autorité indépendante, donc c'est compliqué y compris même pour le ministère de la Santé et les administrations, de leur faire changer de point de vue comme ça. Mais je pense que c'est en apportant des arguments et en travaillant collectivement qu'on va peut-être faire changer les choses. En tout cas, moi, je suis tout à fait preneuse d'échanger plus largement avec vous là-dessus. Si vous voulez nous aider, on est évidemment tout à fait ouvert à, à poursuivre sur ce point. Ben, je vous Merci propose beaucoup. de réunir un certain nombre de dossiers sur lesquels la situation est bloquée, à la fois sur des dispositifs et sur des médicaments. Et j'en ai listé 5 là en 2 secondes. Donc je pense que si on peut fédérer à la Fondation fondamentale un petit groupe qui nous fasse une synthèse sur les points de blocage, on se fera vraiment l'avocat pour vous relayer ces dossiers et venir éventuellement vous les expliciter si c'est nécessaire. Je crois que j'ai vu une autre main levée qui devait être Florent Perrin-Duroux. Oui, mais vous en avez parlé, Marion, c'est pour en remettre une couche. Florent Perrin-Dureau, France Biotech, et un ancien de la NSM. C'est quand même assez consensuel sur l'HAS aujourd'hui, d'où qu'on soit, sauf quand on n'est pas à l'HAS, que sur la psychiatrie, il y a un sujet. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a une HAS anti-psychiatrie. C'est-à-dire que ce soit sur le dispositif médical, les stimulations, que ce soit sur les médicaments demandés par des industriels, avec des procédures centralisées et des médicaments commercialisés partout ailleurs en Europe et aux USA. Que ce soit sur sur des demandes d'accès compassionnel par les académiques, donc, quand on regarde à peu près tout l'écosystème, on va appeler un chat, il y a un problème HAS en psychiatrie en France. À tel point que les industriels ne mettent même plus, c'est ce que disait Boris tout à l'heure, ne viennent même plus déposer leur dossier. Ils jouent même plus, ils s'en foutent. Déjà, on est content quand ils viennent demander une ALM centralisée pour les anti-nouveaux psychotiques. Le dextrométhorphan, on l'a toujours pas. Donc, déjà sur l'Agence européenne du médicament, ça coince un peu. Mais alors, quand ils ont l'AMM centralisée, ce qui n'est pas toujours le cas, ils ne viennent même plus déposer de demande à l'HAS. Donc, voilà. Alors, on peut toujours faire des autorisations d'importation parallèles. Légalement, on a le droit. Et s'ils ont des AMM centralisés et qui sont commercialisés ailleurs en Europe, on peut le faire. Mais il y a un sujet. Et quand il y a à ce point consensus de parties prenantes différentes sur le sujet, c'est qu'il y a un vrai problème de psychiatrie à la l'HAS, honnêtement. Et je me suis occupé de la psychiatrie à la NSM il y a 10 ans, donc je vois à peu près ce dont il s'agissait. Merci. Non, bah, d'où l'intérêt vraiment. Je suis très preneuse encore une fois d'avoir ces exemples-là et puis peut-être d'avoir un petit groupe spécifiquement sur ces enjeux de la psychiatrie. On va vous construire tout ça en prenant un exemple, je propose, par thématique, parce que c'est pareil du Très PIP, bien. c'est pareil des médicaments, c'est pareil quand il y a des indications maladies rares, c'est pareil du repositionnement d'un certain nombre de molécules. Et là, il y a énormément de choses qui sortent et qui sont interdites à nos patients. Ouais, Bon, à ouais, chaque ouais, fois, je pense qu'on peut vous faire un petit dossier de synthèse et vous faire remonter ouais, des bien sûr. informations.
parce qu'il y a vraiment une situation qui est, pour nos patients et pour les docteurs d'ailleurs, absolument insupportable. Donc, on va vous préparer tout ça. Est-ce qu'il y a encore des questions? Alors, je vais peut-être rajouter encore un point en attendant que d'autres idées viennent. Je ne sais pas si vous avez prévu d'aborder un sujet qui est plus le sujet des autorités style INSERM, mais quand on est dans des projets européens, on est en général les plus mauvais élèves de la classe pour toutes les affaires réglementaires. Par exemple, les Material Transfer Agreements, je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous allez vous occuper, mais on se donne un mal de chien pour faire partie de projets européens ou porter des projets européens. Et systématiquement, je pense que je ne suis pas la seule, il y a un retard à l'autorisation à toute une série d'étapes qui fait qu'on est la risée de l'Europe. Donc c'est un vrai souci de recherche clinique, c'est pas du tout dans la partie industrialisation ou valorisation, c'est vraiment après les CPP, une fois qu'on a les CPP ou en parallèle, le retard à la mise en place d'un certain nombre d'étapes administratives. Je pense qu'autour de cet écran, il n'y a pas que moi qui subis ce genre de problème. Mais là, je pense que c'est vraiment comme pour les CPP. Je suis tout à fait preneuse de ces cas, je vais dire, très concrets et précis que vous avez pu rencontrer. Et j'ai chez moi Benoît Labarthe qui est en charge de tous ces enjeux sur la recherche, qui coordonne justement le groupe interministériel et on essaie de prendre le sujet globalement. Donc, ça peut tout à fait entrer dans les points qu'on peut pousser. Encore faut-il voilà, qu'on les identifie bien, que ce soit étayé, mais preneuse là encore de vos inputs sur ce sujet. Bon, ben, on va vous faire remonter beaucoup de choses alors. C'est un canal très utile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut compléter ce que je viens de dire? Ou autre chose? David. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, merci de te Oui, présenter. David Mizrahi, donc je suis psychiatre au Centre expert schizophrénie de Bordeaux, donc au sein de la Fondation fondamentale. Et je voulais vous remercier parce qu'effectivement, je découvre ce service innovation et votre dynamisme, et je pense que c'est essentiel. J'ai bien retenu le point essentiel de la simplification. Et nous, pour nous cliniciens, quand nous sommes porteurs de projets, effectivement, là, c'est une vraie question. On est occupé aussi par toute l'activité clinique et il y a un temps infini qui s'écoule entre la première idée de conception du projet, la mise en place de projets qui sont des projets à faible risque en fait, hein. Il n'y a pas que des projets industriels sur les nouveaux médicaments, on a aussi beaucoup de projets d'animation et de groupes, par exemple, d'intervention auprès des patients avec des faibles risques. Et il faut effectivement attendre énormément de temps, il faut avoir des gens autour de soi peu anxieux à l'hôpital et très... très au fait de toutes les évolutions réglementaires pour pouvoir débuter ces projets. Et effectivement, c'est une vraie question. Et peut-être aussi pour compléter sur les aspects, mais vous le savez, sur les aspects autour des médicaments et de l'innovation dans ce domaine avec l'industrie pharmaceutique, nous sommes sollicités. Encore récemment, on avait un grand congrès national à Rennes. Nous étions sollicités un peu à la dernière minute par un laboratoire, un petit laboratoire italien de Milan, qui sont venus se déplacer à Rennes pour nous rencontrer, avec toujours les mêmes inquiétudes de savoir est-ce que la France va participer finalement à un nouvel essai clinique ou pas, et avec des questions qui sont quasiment de la réorganisation complète d'un établissement hospitalier. Quand il nous demande d'inclure 20, 30 patients, il faudrait vraiment qu'à l'échelle même de l'hôpital, on puisse réorganiser les choses. Donc c'est là que ça pose toutes sortes de questions sur comment simplifier, organiser les inclusions des patients au sein de l'hôpital. Et peut-être juste dernier point pour terminer, si vous aviez quelques éléments, parce que vous avez parlé de l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, c'est très intéressant, on s'en sert de plus en plus. Mais est-ce qu'il y a quelles étaient les perspectives ou quels sont les points auxquels vous pensiez par rapport à ces aspects-là? Voilà, merci beaucoup encore. Merci à vous, hein, très intéressant. Alors, sur l'intelligence artificielle, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont déployées aujourd'hui. Je pense pas seulement au champ de la psychiatrie, hein, mais et peut-être sur des sujets beaucoup plus triviaux comme l'organisation des soins au niveau de certains établissements de santé. Euh, Aussi, tout ce qui va concerner la génération de compte rendu un petit peu automatisé, même de l'appel à la logistique, hein, dans un certain nombre de cas.
Donc ça, c'est des choses qui se développent évidemment. Je pense aussi à l'intelligence artificielle en matière de médecine plus prédictive. Là, c'est des choses qui commencent à se développer et c'est pas encore complètement mûr, mais sur des biomarqueurs, dans l'endométriose par exemple. Alors dans la santé mentale, c'est encore pas si simple. Vous êtes bien mieux positionné que moi pour le savoir, mais voilà, on a aujourd'hui des outils qui se développent. Je pense que ce sur quoi il y a beaucoup de potentiel aujourd'hui, c'est évidemment l'aide à la prescription. On a des outils comme Synapse qui se développent, qui permettent vraiment d'éviter des risques iatrogéniques avec des analyses automatisées basées sur des algorithmes pour savoir, pour aider à la prescription, bien sûr. Des dispositifs aussi qui aident à l'analyse digérée, synthétisée et surtout la plus à jour possible de toutes les recommandations médicales qui existent en France, mais aussi dans le monde. On a des solutions innovantes qui permettent vraiment de faire cette synthèse algorithmique de toutes les recommandations en tout genre, en les hiérarchisant et en étant le plus adapté possible au contexte médical. On a aussi bien sûr des solutions d'intelligence artificielle qui développent, par exemple sur la base d'analyses de biologie de routine, qui sont capables de dépister très très tôt des anomalies un peu euh, assez simples comme des insuffisances rénales chroniques qui peuvent se développer ou autres. Donc on a un petit peu à chaque maillon de la chaîne des dispositifs innovants qui se mettent en place. Je pense que le gros enjeu aujourd'hui, ça va être de permettre d'accompagner ce déploiement parce que la difficulté, c'est que c'est pas encore accessible partout, ni par tout le monde, c'est pas connu, c'est pas complètement régulé, qu'on le veuille ou non, même s'il y a un marquage CE. Voilà, il n'y a pas d'évaluation aujourd'hui en vue de la prise en charge, il n'y a pas de modèle économique non plus derrière. Donc on est à la fois dans un moment charnière où les choses se développent et se mettent en place. Hein. C'est pas des solutions, j'allais dire, théoriques, c'est des solutions concrètes qui existent aujourd'hui. Par exemple, je citais Synapse tout à l'heure, c'est déployé chez 28 000 généralistes. Donc c'est vraiment, ça existe. La prévention personnalisée, c'est en train de se mettre en place avec des solutions comme Doctolib est en train de travailler, Mon Espace Santé aussi. Enfin bon, on faire la polémique récente. Euh, Toute la question va être de savoir distinguer le bon grain de livret d'une certaine façon, de savoir aussi ce qui est utile pour vous, professionnels, dans chacun de vos champs de compétences respectifs. C'est pour ça que je pense que c'est très important que vous puissiez vous saisir des sujets, parce que pour moi, c'est ça dire le risque, c'est aussi que les professionnels de santé, alors certains ont dit il y a quelques années, quelques dizaines d'années, qu'avec l'intelligence artificielle, il n'y aurait plus de médecins, plus de radiologues. Moi, je suis convaincue du contraire. Je pense que les métiers se transforment et qu'il y a un enjeu vraiment d'appropriation et au contraire de bien domestiquer d'une certaine façon les outils technologiques et de savoir aussi connaître leurs limites, parce qu'il y en a énormément. Jean-Emmanuel Bigot publiait récemment une image pour laquelle il avait interrogé ChatGPT avec 6 doigts. ChatGPT n'était pas capable de repérer le fait qu'il y avait 6 doigts. Ça ne veut pas dire que ChatGPT ne fonctionne pas. Ça veut juste dire qu'il faut utiliser les bons dispositifs d'intelligence artificielle qui sont réellement euh, créés, conçus et alimentés par des données pour faire de la médecine et pour faire de la science. Donc, encore une fois, il y a tout un enjeu voilà, à savoir euh, utiliser les dispositifs qui sont bien alimentés par les bonnes données. Et ça, c'est aux médecins de savoir le faire. Ça ne veut pas dire doivent savoir faire du codage en Python, ça ne servira à rien. Mais en tout cas, il faut cet esprit critique. Et donc, l'enjeu de formation, il est majeur pour les plus jeunes, parce qu'il y a aussi un risque, et ça vous le savez, hein, de perte de compétences aussi, parce qu'on va peut-être plus s'appuyer sur l'intelligence artificielle. Et il faut que la garantie humaine soit là aussi assurée. Donc, c'est des enjeux à la fois passionnants, qui ouvrent à des réflexions presque d'ordre éthique ou philosophique, mais qui doivent être aujourd'hui discutés dans un climat, j'allais dire, qui soit pas caricatural ni dans un sens ni dans l'autre, mais qui permettent d'avancer. Pardon, j'ai fait une petite digression, mais voilà. Je sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, merci. Enfin, moi, pour le cadre hospitalier, j'imagine des choses. On essaye de mettre en place des entrepôts de données santé qui peuvent intégrer de l'intelligence artificielle. Et bon, là, on s'attelle aussi à d'autres questions, des compatibilités, des DPI, etc., entre les hôpitaux. Et bon, enfin, bon, mais c'est des enjeux tout à fait pertinents, ouais, bien sûr. Merci beaucoup pour tous ces échanges passionnants. Est-ce qu'il y a encore, pendant les quelques minutes où nous avons encore Lise Alter, une question, un commentaire, une demande à lui faire?
Je ne vois plus de main levée, mais j'espère que j'ai oublié personne. Ah si, Antoine Lefrère. Oui, bonjour. En fait, merci beaucoup pour votre présentation et puis pour tous ces commentaires. Moi, c'est un commentaire qui rejoint les deux précédents, où en fait, on a un peu le sentiment, même en termes d'harmonisation de ce qui peut être fait, même dans les promotions et les porteurs de projets, enfin, je parle au niveau académique, où on va pas avoir du tout les mêmes messages. Et donc, je rebondissais sur ce que disait Marion sur l'histoire des MTA, où c'est pas du tout les mêmes façons de faire et il manque à mon avis d'harmonie. Par exemple, quand c'est une promotion CNRS vs une promotion hospitalière, et avec des messages qui peuvent être même des fois quasiment contradictoires. Et donc, ce souhait de simplification, je pense qu'il y a aussi une vraie discussion à avoir avec les promoteurs académiques, aussi bien hospitaliers pour des grosses machines comme la PHP, la PHM, ou des choses comme ça, et puis pour les centres hospitaliers diverses et variés, pour enfin, voilà, ce souhait d'homogénéiser un peu les choses, parce que vraiment, on y perd ses petits, quoi. Et aussi bien moi par exemple pour un projet juste local, on va me dire ok pour le MTA, pour aller aux États-Unis, d'envoyer des échantillons, mais le CNRS me dit ok, mais la PHM me dit tout l'inverse, que c'est pas possible, sans qu'il puisse y avoir de discussion même en interne entre deux tutelles différentes. Voilà, bon, moi c'est un exemple un peu concret, mais ça fait partie des choses qui sont compliquées dans le quotidien. Bien pris, merci beaucoup. Bon, beaucoup de pain sur la planche. Je suis désolée, mais je pense que c'est des échanges et des points extrêmement importants à soulever. Donc, moi, je m'engage à vous faire parvenir et à essayer de rassembler tous les éléments dont on vient de parler, peut-être début de l'année prochaine. On vous remercie énormément du temps passé et puis du soutien à la santé mentale et à la psychiatrie. Je pense que c'est extrêmement important que on puisse avoir cet échange et qu'on puisse vous expliquer les difficultés inhérentes à la psychiatrie, parce que certes, il y a la communication autour de la grande cause, mais sur le terrain, on est vraiment en difficulté et c'est vraiment injuste parce qu'on est à un moment où on peut faire basculer les innovations vers les patients et à cause de tous ces freins dont vous voyez qu'en fait, on n'a pas fait le tour, mais ils vont vraiment du tout début de la recherche clinique jusqu'à la mise sur le marché et la mise sur le terrain, qui est encore un autre sujet. On est bloqué, freiné, et ce de façon très injuste par rapport à ce qui se passe avec des pays très proches et où il n'y a aucune raison que l'innovation soit pas la même en France. Donc je pense que c'est vraiment des sujets très importants et c'est formidable si l'agence peut s'en saisir et nous aider. Donc un énorme merci à vous, merci de ces informations. On a bien pris note de toute une série de choses que moi je ne savais pas non plus. Pourtant, c'est pas faute de suivre les choses, mais c'est vrai que ça bouge vite et que tant mieux, ça veut dire que l'agence est vraiment en train de faire des choses importantes pour l'innovation en santé. Donc un très grand merci à vous. Pour conclure, je voudrais remercier tout le monde, vous remercier de votre attention, vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et vous dire qu'on vous retrouve pour un nouveau cycle de conférences organisé par la Fondation fondamentale en 2025, dont vous allez recevoir très bientôt les affiches et les affichettes qui portent cette année sur la découverte des biomarqueurs. Et on commence le 15 janvier par vous expliquer tout le cheminement qui a abouti, je le dis à Madame Alter, à la validation par la FDA d'un biomarqueur diagnostique dans la maladie d'Alzheimer avec des stratégies de prévention qui vont être derrière. Et donc, j'ai demandé à un spécialiste de venir vous raconter l'histoire du développement de ces biomarqueurs pour qu'on ait un exemple concret et un espoir concret de où on veut aller, en fait, si on suit l'exemple de la neurologie. Donc venez nombreux. Je redis que ce n'est pas optionnel pour les centres experts, ça fait partie de l'effort que nous faisons avec vous et pour vous de nous maintenir tous à niveau et à niveau des innovations qu'on peut utiliser. Donc merci de faire passer le message autour de vous. C'est aussi bien sûr vos collègues à la fois des laboratoires et des services hospitaliers sont plus que les bienvenus. C'est vraiment ouvert. Donc n'hésitez pas à vous connecter et d'ici là, passez très joyeux Noël et des très belles fêtes de fin d'année. Voilà, un très grand merci à tout le monde et à très bientôt.